Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro du journal des biotech. Dans le point d'actu, j'étudierai les dossiers chauds de la rentrée avec Jamila El-Bougrini, analyste biotech chez Invest Securities, et notre invité sera Pascal Prigent pour l'interview, directeur général de Genfit, le journal des biotech. C'est parti. Et pour ce premier point d'actu 2021, j'ai le plaisir de retrouver sur le plateau du journal des biotech Jamila El-Bougrini, analyste spécialiste santé, spécialiste biotech chez Invest Securities. Bonjour Jamila. Bonjour Laurent. Alors, il faut bien sûr commencer cette année 2021 en parlant du vaccin contre la Covid-19. C'est quand même le sujet qui déchaîne les passions, on peut le dire, hein. On se disait quand même sur cette année 2020 qu'il y aurait de la place pour tout le monde. Et puis les vaccins ARN messager de Pfizer, BioNTech et de Moderna ont été approuvés aux États-Unis, sont encore en cours d'approbation pour Moderna en Europe. On se rend compte qu'on assiste en fait à une véritable course au vaccin. On se rend compte aussi que visiblement, quand on écoute les biotech qui sont à l'origine de ces vaccins ARN messagers, elles expliquent qu'elles pourraient s'adapter assez rapidement aux nouveaux variants du Covid-19. D'où ma question, est-ce qu'on n'est pas en train d'assister à une véritable révolution thérapeutique vaccinale grâce aux biotech et notamment à ces biotech qui s'appuient sur l'ARN messager ? Alors effectivement, là on est sur une technologie totalement disruptive. De là à parler de révolution, je n'irai pas jusqu'à parler de révolution, de changement de paradigme très certainement. Ouais. Alors pourquoi pas révolution ? Parce que je ne pense pas que ces technologies vont balayer à court moyen terme les autres approches vaccinales qui sont assez classiques et pour certaines même ancestrales, puisque elles existent depuis que la vaccinologie existe, et qui ont totalement leur place et qui bénéficient d'une caution confiance assez forte. Ouais. Néanmoins, changement de paradigme, puisque comme vous le disiez très bien, on est sur des technologies totalement nouvelles qui apportent avec elles leur lot d'avantages et d'atouts, notamment pour ce qui est de la flexibilité et de la rapidité. Donc effectivement, sur ces histoires de mutants qui émergent, j'ai envie de dire, de plus en plus fréquemment aujourd'hui, même si bon, ça fait un moment qu'on a plusieurs variants du virus originel, on a quand même des mutants qui deviennent de plus en plus différenciés et qui pourraient effectivement causer problème sur les stratégies vaccinales mises au point aujourd'hui. Ce n'est pas encore le cas. Je ne pense pas qu'on soit encore amené à vraiment devoir changer totalement les vaccins qui sont en cours et qui sont aujourd'hui distribués. Néanmoins, si ça devait être le cas demain, ce qui n'est pas improbable, les technologies qui seraient les plus flexibles et celles qui pourraient répondre dans le meilleur des délais, c'est effectivement les technologies à base d'ARN. Voilà pour la vaccination qui a complètement éclipsé les traitements contre la Covid-19. J'ai interrogé Alain Moussier, président d'AB Science, avant les vacances. En fin d'année, il me disait, vous savez, il essaye de repositionner le masitinib justement comme traitement contre la Covid-19. Il y aura toujours besoin de traitements, même s'il y a des vaccins. Où est-ce qu'on en est dans ce domaine dont on parle désormais maintenant beaucoup moins ? Alors effectivement, comme vous l'avez dit, pour différentes raisons qui relèvent de la science et qui surtout ne relèvent pas de la science, les efforts R&D dans le domaine thérapeutique, ça a été un petit peu mis au second plan et au bénéfice des vaccins. Alors pourquoi ? Parce que les vaccins sont arrivés beaucoup plus vite. Ça a été fortement médiatisé et ça a été également fortement médiatisé dans le cadre d'enjeux politiques. Comme vous le savez, pour les élections américaines, ça a été un des axes majeurs des différents partis. Donc c'est vrai que ça a un petit peu éclipsé les traitements, mais c'est impératif qu'on ait un traitement qui soit au moins idéalement plusieurs, qui soient mis au point pour cette épidémie, pour différentes raisons. Pour vous, ça reste d'actualité, ce besoin de traitement aussi. Effectivement, ça reste d'actualité. Juste pour avoir d'idée, aujourd'hui, les programmes, le nombre de programmes recensés qui travaillent pour un traitement contre la Covid, on est sur 649 programmes. Ah oui, quand même. Et vous dire, en fait, il y a vraiment beaucoup d'efforts qui sont déployés. Oui. Là où c'est un peu surprenant, c'est que instinctivement, on aurait pu penser que le traitement serait arrivé avant le vaccin. Oui. Parce que dans le cas du vaccin, il était quand même question d'identifier, de séquencer le génome viral, pouvoir mettre au point les différents vaccins, même si la plupart des approches classiques sont relativement bien rodées, donc on connaît un petit peu la manip. Il y avait quand même tout cet effort-là à faire d'identifier, de séquencer le virus.
À côté de ça, on a un arsenal de médicaments en développement ou déjà approuvés qui existent. Et il était question à l'origine en fait de simplement avoir une approche empirique. Et comme on sait que les cas sévères de Covid sont essentiellement dus à une surréaction du système immunitaire, l'approche anti-inflammatoire ou l'approche antivirale avait tout son sens. Donc quand on sait qu'on a un arsenal immense et colossal de produits, justement des anti-inflammatoires, des antiviraux, qu'on aurait pu simplement repositionner sur la Covid et puis regarder un petit peu ce qui fonctionne plus ou moins bien et garder ceux qui fonctionnaient le mieux, force est de constater qu'en fait, cette approche-là, de façon assez surprenante, n'a rien donné. Oui. Et ne donne toujours rien aujourd'hui, parce qu'on a quelques médicaments qui ont été approuvés, mais qui restent quand même assez mitigés sur leurs résultats. Donc, c'est assez compliqué de se prononcer sur ce qui, aujourd'hui, pourrait vraiment sortir des efforts R&D qui, encore une fois, restent colossaux, puisqu'on parle de 650 programmes quasiment, et qui sont nécessaires. Je retiens quand même que voilà, le besoin d'un traitement, il reste d'actualité, et donc c'est aussi quelque chose à suivre, quelque part. Ah oui, non, c'est impératif. C'est d'un point de vue purement prise en charge médicale, c'est impératif qu'on ait un produit thérapeutique qui soit mis au point pour répondre aux différentes demandes, ne serait-ce que pour traiter les gens qui sont aujourd'hui contaminés, parce que les vaccins sont sortis tout récemment. On a eu quand même tout un tas de contaminations. Il faut pouvoir traiter ces gens-là et puis traiter toutes les personnes qui, pour différentes raisons, pourraient être retrouvées contaminées malgré elles. Donc, effectivement, c'est impératif et il faut suivre les valeurs qui continuent les efforts dans ce sens. En parlant de valeurs, on a eu une très belle année 2020 finalement pour les biotech. On ne s'y attendait pas forcément, en tout cas en janvier dernier. On a même eu des fortes hausses sur la fin de l'année, que ce soit du côté de certaines medtech ou du côté de certaines biotech. Je vais vous demander, c'est la question boule de cristal, comment vous la voyez cette année 2021 pour le secteur, et si on est un petit peu cocardier pour le secteur français? Alors, l'année 2021, je la vois plutôt positive pour différentes raisons. Alors, comme vous l'avez dit, effectivement, on a une fin d'année 2020 assez... Sur les chapeaux de roue. Exactement, sur les chapeaux de roue assez haute, qui a été portée par différentes choses. Alors, il y a eu des aspects spéculatifs, mais pas que. Je pense qu'on est... l'année 2020, initialement, sur le premier confinement, on était assez inquiet pour le secteur de la biotech. On se demandait si on n'allait pas avoir des dépôts de bilan avec des sociétés justement qui n'allaient plus être financées, qui auraient du mal à se refinancer et qui allaient consommer du cash sans pouvoir créer de la valeur à cause des stops sur les études cliniques. Et en fait, force est de constater que sur la fin de l'année, c'est exactement le contraire qui s'est produit. C'est-à-dire qu'on a eu des sociétés qui se sont positionnées sur la recherche contre la Covid, mais pas que, c'est-à-dire celles qui avaient déjà des plans historiques qui étaient en place, ont continué les développements. Et on a pu constater aussi vraiment un regain d'intérêt des investisseurs et un réinvestissement massif du secteur de la biotech, puisque il y a qu'à regarder en fait les différentes opérations de refinancement sur la fin d'année. On a eu pas mal d'augmentation de capital, beaucoup de placements privés, ce qui est aussi un bon signe parce que ça montre qu'on a beaucoup d'investisseurs institutionnels, donc des professionnels qui sont revenus sur le secteur, ceux-là même qui avaient déserté un petit peu le secteur. Donc il y a vraiment des liquidités, une envie de réinvestir le secteur, et je pense que ce sera poursuivi sur l'année 2021, sachant qu'il y a un news flow qui est assez intéressant également, puisque on a des sociétés qui vont annoncer des résultats de différentes typologies qui sont très attendus, alors que ce soit des démarrages d'études cliniques pivotales, je pense notamment à Nanobiotics, qui doit démarrer sa phase 3 internationale aux États-Unis. Je pense également à Inventiva qui a annoncé tout récemment qu'elle allait justement lancer son étude de phase 3 pivotale donc, au S1 2021. On a également des résultats réglementaires qui devraient tomber. Donc, on a GeneSight qui doit avoir le retour de l'Europe pour l'approbation de son produit de thérapie génique. On a Poxel également qui doit avoir le retour des autorités japonaises, donc qui ouvre le marché asiatique qui est colossal dans le diabète de type 2. Et puis, on a des résultats cliniques, notamment Eritech, qui doit annoncer des résultats de phase 3, donc très attendu. Donc, on a un news flow qui est assez dense. Rapidement, pour finir, je sais qu'il y a deux valeurs que vous aimez bien, que vous suivez, OSE, OSE et Transgène. Est-ce que vous pouvez rapidement, pour finir, nous en dire deux mots? Et donc, on parlait de l'année 2021 qui devrait être assez positive. Je pense que ce sera le cas de ces deux sociétés-là. Alors, pour différentes raisons, parce qu'elles ont des profils très différents.
Donc, OSE Immunotherapeutics, c'est une société qui est engagée dans tout ce qui est immunomodulation. Donc, c'est totalement d'actualité. Donc, elle est d'ailleurs engagée également dans la recherche d'un vaccin contre la Covid. Et c'est une des sociétés qui a opéré justement un refinancement en fin d'année, puisque en novembre, elle a levé près de 20 millions d'euros, justement pour renforcer son pipeline et accélérer les développements. Donc, dans le sur la première partie de l'année, elle a pas mal de news flow et de démarrage intéressant d'études cliniques, notamment pour son vaccin contre la Covid, donc qui doit démarrer au T1 en 2021 et qui, pour le coup, est totalement financé par des subventions publiques. Et puis, sur l'augmentation de capital qu'elle a opérée, l'idée, c'était de faire rentrer 3 nouveaux produits en recherche clinique, oui. Sachant qu'elle avait déjà un pipeline assez dense en clinique. Donc, on est sur une société qui commence vraiment à avoir un profil assez intéressant, parce qu'on a un pipeline très profond, qui commence un peu à ressembler à des sociétés un peu de référence en Europe, des Galapagos ou des Genmab, qui ont un peu ce profil-là de plateforme avec plusieurs indications, des spécialités et des expertises extrêmement pointues. Et l'avantage aussi d'OSE Immunotherapeutics, c'est qu'elle n'a pas de problème de financement. Oui. Donc, comme je disais, voilà, c'est la première augmentation de capital qu'elle opère depuis son introduction en bourse en 2015, donc c'est assez intéressant parce qu'elle arrive à se financer notamment par des partenariats, parce qu'elle a 2 partenariats engagés avec des Servier et avec des Boehringer Ingelheim. Donc c'est une société qui, sur le business développement, se débrouille très bien, sur le refinancement également, qui aujourd'hui accélère nettement ses développements, donc vraiment intéressant à surveiller. Et sur Transgène alors ? Pardon ? Et sur Transgène alors ? Et sur Transgène, voilà, on est sur un profil très différent. Puisque Transgène, j'attends pour Transgène 2020 comme étant un peu l'année de renouveau. 2021, oui. Sur 2021, voilà. Donc, on a déjà un premier événement, c'est un changement de gouvernance. Donc, on a Philippe Archinard, qui était PDG de la société depuis 15 ans, qui est parti pour laisser la place à quelqu'un de relativement nouveau et jeune, donc Heidi Ben Brahim, qui viendra reprendre les rênes et insuffler un petit peu cette nouvelle dynamique à Transgène, qui aujourd'hui se repositionne sur ces 2 plateformes propriétaires. Donc, en 2017 et 2018, elle avait justement lancé ces 2 plateformes totalement innovantes et propriétaires qui redéfinit un peu l'ADN de Transgène. Et donc, du coup, ça devient intéressant puisque elle a aujourd'hui démarré les premières études cliniques avec les 2 plateformes. Donc, juste pour rappel, donc la première plateforme qui s'appelle myvac, qui a pour objectif en fait de fabriquer des vaccins thérapeutiques sur mesure pour chaque patient. Donc l'idée en fait c'est d'aller chercher la tumeur en fait de chaque patient, de la caractériser pour identifier une trentaine de néo-antigènes spécifiques à la tumeur de ce patient-là, pour pouvoir les réinjecter en fait aux patients dans le cadre d'un vaccin, donc un vecteur viral en fait qui est réinjecté pour pouvoir activer le système immunitaire de façon très spécifique et de façon sur mesure contre les antigènes du patient. Et la deuxième plateforme qui s'appelle Invirio, qui elle a pour objectif en fait de fonctionner un peu comme un cheval de Troie. Donc l'idée c'est d'avoir un virus dans lequel on met un gène qui code pour une protéine, alors c'est souvent un inhibiteur de checkpoint, qui sera mis en combinaison avec un autre inhibiteur de checkpoint. Donc là, pareil, il y a des études cliniques qui ont démarré et toutes, en fait, dans les 2 cas, en fait, c'est des programmes cliniques qui sont menés en partenariat avec des partenaires. Donc, c'est aussi intéressant parce que, du coup, ça donne un peu plus d'épaisseur, en tout cas, au programme. Et fait intéressant pour la dernière technologie justement que j'ai citée, donc Invirio, c'est que le premier programme qui a été lancé, c'est en partenariat avec une société qui s'appelle BioInvent. Et l'idée, c'est en fait de combiner la protéine CTLA4, donc qui est mise dans le gène, dans le vecteur viral de transgène, en combinaison avec l'anti-PDL1 de Merck. Et ils ont également un partenariat qui est en cours avec AstraZeneca. Et on sait qu'AstraZeneca a 2 molécules propriétaires, qui est justement un anti-CTLA4 et un anti-PDL1.
qu'elle essaye depuis de nombreuses années de mettre en combinaison pour voir s'il y a un rationnel et si ça donne des résultats prometteurs. Juste pour l'idée, il y a 163 programmes qui utilisent cette combinaison-là, et sans forcément aujourd'hui que ça n'est délivré de résultats concluants. Donc, on peut légitimement penser que AstraZeneca voudra utiliser justement la plateforme de transgène pour mettre en combinaison ces deux protéines. Bon, donc, voilà. Tout ça devrait délivrer des résultats de phase 1 sur l'année à venir. Donc, c'est assez intéressant aussi de surveiller transgène en 2021 pour justement ces nouveaux programmes et cette nouvelle image que la société souhaite se donner. Bon, ben voilà, et vous reviendrez en parler quand les résultats tomberont, on l'espère, et ils seront positifs. Merci Djamila El Bourrini, analyste biotech chez Invest Securities, d'avoir été avec nous. Merci à vous. Tout de suite, maintenant, dans le journal des biotech, c'est l'interview. Et je reçois pour l'interview sur le journal des biotech Pascal Prigent, directeur général de Genfit. Bonjour Pascal. Bonjour. Alors, vous inaugurez cette année 2021 pour l'interview du journal des biotech. Et l'actualité pour Genfit, c'est bien sûr cette assemblée générale extraordinaire qui se tiendra le 13 janvier prochain. Une AGE qui a pour objectif de valider votre rachat partiel d'Océane pour un montant de 47 millions d'euros. Est-ce que, tout simplement, pour commencer, parce que c'est l'actualité de la biotech, vous pouvez revenir sur le timing et l'objectif de cette opération financière? Oui, absolument. Donc, vous vous rappelez que Genfit avait réalisé une opération de levée d'obligations pour 180 millions d'euros. Et l'idée de cette opération, c'était de se financer, évidemment, dans une logique où l'essai de phase 3 de la fibre dans la NASH aurait été positif. Il y aurait une envolée du cours. Ces obligations ont été converties en actions. Mais comme vous le savez, malheureusement, l'étude a eu des résultats négatifs. Et le cours est parti à la baisse. Donc maintenant, évidemment, il n'y a plus de possibilité de conversion, plus de possibilité de conversion, ouais. Et donc ça se transforme en dette. Ouais. Cette dette est exigible en 2022, octobre 2022. C'est dans pas si longtemps. C'est dans pas si longtemps, ouais. Et compte tenu de notre situation de trésorerie aujourd'hui et des différentes choses qui nous restent à financer, on reparlera de la PBC et de la recherche, on n'est pas en capacité de rembourser ces 180 millions en octobre 2022. Donc, il y avait ce mur de dette, c'est ça, en 2022. Il y avait un mur de dette qui potentiellement pouvait nous placer dans une situation extrêmement difficile à horizon fin 2022. Et donc il fallait commencer une discussion avec les porteurs d'obligations pour voir comment on pouvait potentiellement restructurer cette dette. D'où la proposition qu'on va faire à cette AGE, qui consiste en fait à rembourser une partie de cette dette, et ce, je dirais, un niveau de prix réduit. Il y a une décote sur cette dette. Il y a une décote sur cette dette, puisqu'en fait, en dépensant à peu près 45 millions d'euros, on enlève 90 millions de dettes. Donc les créanciers ont accepté de déprécier, exactement, ils ont accepté de déprécier une partie de leur dette. Et ils ont aussi accepté de repousser la maturité des 90 millions restantes de 3 ans, donc jusqu'à octobre 2025, ce qui nous redonne une visibilité. D'abord, ça réduit le poids de la dette, et puis surtout, ça le repousse à octobre 2025, c'est-à-dire après les résultats de la PBC, la possibilité de valoriser pour Genfit ces résultats qu'on espère évidemment positifs dans la PBC. Donc quand je vous écoute, Pascal Prigent, c'est une opération quasiment vitale de refinancement pour Genfit. Absolument. C'est une opération extrêmement importante parce que, bon, on a parlé de ce mur de dette à horizon fin 2022, mais ce qu'il faut savoir, c'est que dès aujourd'hui, cette incertitude pèse. Elle pèse fortement sur le cours, elle pèse sur les partenaires éventuels qui diront, bien sûr, dès lors qu'on essaye de discuter avec un partenaire, d'un partenariat, d'une opération de business développement, il y a toujours un peu ce doute, cette crainte, et donc ça nous empêche de nous redéployer. Et donc, il est critique pour nous de réussir à se redonner de la visibilité financière et de la flexibilité. Bon, cette Assemblée Générale Extraordinaire aura lieu le 13 janvier à distance. D'ores et déjà, ce qu'on peut dire, c'est que les investisseurs particuliers peuvent voter, c'est ça, à distance, justement, par Vote Access, absolument, ils peuvent utiliser Vote Access, ou ils peuvent également voter à distance via un formulaire qui est disponible sur notre site web. Bon, si cette opération est acceptée,
lors de cette Assemblée générale extraordinaire. Finalement, ça redonne de la visibilité financière à GenFit pour combien de temps? Absolument. Donc ça nous redonne de la visibilité financière, ça nous redonne aussi de la flexibilité pour relancer des partenariats, discuter éventuellement avec des partenaires possibles. Et ça nous redonne aussi la possibilité d'aller jusqu'à ces fameux résultats dans la PBC. Qui seront le prochain gros milestone clinique pour GenFit. Bon, on va revenir sur ces résultats attendus. Alors, rachat partiel, allongement de maturité, redéploiement de GenFit dans la PBC, la cholangite biliaire primitive, CBP ou PBC selon qu'on dit en anglais ou en français. Finalement, c'est une pathologie sur laquelle GenFit a peut-être un peu moins communiqué que la NASH. C'est en train de devenir, ça devient votre axe de développement majeur. Est-ce que finalement, vous pouvez nous faire un résumé exprès sur cette indication, tant d'un point de vue médical que commercial? Oui, et je pense que vous avez raison, on a sans doute beaucoup plus communiqué sur la NASH parce que c'était effectivement notre actif à un moment. Oui. Absolument, c'était notre programme principal. Mais du coup, non seulement on n'a peut-être pas assez communiqué sur la PBC, mais en plus, je pense qu'on a peut-être toujours communiqué sur la PBC en la mettant en comparaison par rapport à la NASH. Alors qu'en fait, on est vraiment sur deux maladies qui sont complètement différentes. L'une est une maladie métabolique, l'autre est une maladie auto-immune. L'une est une maladie, on va dire, de masse qui touche des millions et des millions de personnes. L'autre est une maladie orpheline. Mais pour autant, c'est loin d'être un marché qui soit négligeable. Alors, médicalement, qu'est-ce qu'on peut déjà en dire de la CBP? C'est une maladie auto-immune, c'est ça? C'est une maladie auto-immune, c'est une maladie qui touche principalement les femmes. Oui. C'est une maladie où en fait vous avez une dégradation des canaux biliaires, la bile revient dans le foie, absolument, et donc ça engendre ce même phénomène d'attaque au niveau du foie, fibrose, exactement, et éventuellement cirrhose dans le pire des cas. Aujourd'hui, c'est une maladie qui est traitée avec un médicament qui s'appelle UDCA en première ligne, et il y a un seul produit aujourd'hui qui soit approuvé en deuxième ligne, c'est l'Ocaliva, le produit d'Intercept, et donc GenFit est un des deux autres laboratoires qui essayent de développer une alternative en deuxième intention, l'autre étant Cimabay, le laboratoire américain. Donc aujourd'hui, on a commencé, nous, notre phase 3 en septembre l'année dernière, donc cette phase 3 est en route. Comme je disais, il y a un autre concurrent qui est sur le point de commencer sa phase 3 ou de recommencer sa phase 3, c'est Cimabay. Et donc, on va être a priori trois acteurs sur un marché qui est quand même... Alors oui, commercialement maintenant. Alors, commercialement, c'est un marché... C'est pas la NASH. Non, c'est pas la NASH, mais on est quand même sur un marché qui devrait représenter à peu près $1 milliard à horizon 2025. D'ores et déjà, c'est un marché de plus de 300 millions de dollars. Hein, si on regarde, c'est des données publiques, il suffit de regarder les ventes d'Intercept. Donc plus de 300 millions, des taux de croissance à 2 chiffres et des prévisions de l'ordre d'1 milliard en 2025. Alors après, c'est vrai que les gens ont tendance à dire oui, c'est beaucoup plus petit que la NASH parce qu'ils pensent nombre de patients. Et c'est vrai. Mais si on veut regarder le potentiel commercial d'un marché, il ne faut pas regarder juste le nombre de patients. Il faut aussi regarder, par exemple, le prix moyen. Donc le prix moyen, aujourd'hui, le prix d'Intercept dans la PBC, on est à peu près à 65 000 dollars aux États-Unis. Annuellement pour un traitement d'1 an, tout à fait. On était plutôt dans les prévisions sur la NASH, sur des prix de l'ordre de 7 000 dollars. Donc on est sur des prix beaucoup plus importants. Et puis, par définition, je dirais, comme on est sur un produit de deuxième intention, on n'a pas tout ce challenge qui existe dans la NASH d'identification du patient. Voilà, identification du patient, problème de patients qui sont asymptomatiques, etc. Parce qu'on a des symptômes clairs dans la PBC, on a des symptômes. Le symptôme principal est d'ailleurs le prurite, les démangeaisons. Alors, parfois, les gens disent « Ah, démangeaisons, c'est pas si grave ». En fait, quand on parle de prurite, on est vraiment sur des démangeaisons extrêmement invalidantes. Et puis, in fine, évidemment, si la maladie n'est pas traitée, des conséquences qui peuvent être beaucoup plus graves. Exactement. Donc, on a un marché... c'est combien de patients à peu près, ça, la PBC? À peu près 30 000 aux États-Unis. 30 000 aux États-Unis, d'accord.
Donc, vous voyez, un marché, 1 milliard sur lequel on pourrait être potentiellement trois acteurs, ça fait un potentiel, encore une fois, de vente non négligeable. D'autant que si on se compare au produit d'Intercept, donc le produit qui aujourd'hui est sur le marché, on a, sur la base des résultats qu'on a à la phase 2, des atouts à faire valoir, hein, oui. Puisque tant en termes d'efficacité qu'en termes de profil d'effets secondaires, on semble bien positionné. Bon. Donc c'est pour ça que, si vous voulez, on a aujourd'hui, au niveau de nos études de marché, des estimations qui, bien évidemment, si on reproduit dans notre phase 3 ce qu'on a vu dans notre phase 2 et qu'on obtient une approbation, on a des estimations de vente qui sont de l'ordre de 500 millions de dollars par an en peak sales. On était dans nos estimations à environ 1,5 milliard en peak sales dans la NASH. Donc c'est plus petit, mais c'est pas infime. On n'a pas détruit 90% de la Exactement. Valeur, Exactement. Pour dire les choses comme elles sont. Exactement. On le comprend maintenant, l'étude clé, c'est Elative, phase 3, donc pour Elafibranor dans la PBC. Justement, la dernière nouvelle en date, vous l'avez dit, c'était le 24 septembre pour annoncer la visite du premier patient. Puisque ça va être l'objet principal et aussi le driver de la valorisation de GenFit, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur, eh bien finalement, voilà, les grandes dates, le déroulement de cette étude, et puis quand est-ce qu'on peut espérer peut-être sans doute des premières données ? Ok. Alors, les premières données, pour l'instant, donc ce qu'on a annoncé... Là, vous recrutez pour le moment. On recrute des patients. Comme vous disiez, on a commencé 150 patients dans l'étude. On a annoncé qu'au premier trimestre 2023, on devrait pouvoir donner les premiers résultats, ce qu'on appelle les high-level results sur Elative. Alors, il y a toujours un peu cette incertitude liée au Covid. Hein. C'est plus difficile de recruter en ce moment ? C'est plus difficile de recruter en ce moment. Bien évidemment, les hôpitaux n'ont pas que ça à faire, hein, que de manager des essais cliniques. En plus, les patients PBC sont des patients qui sont fragiles au sens du Covid. Alors, ceci dit, nous, de même que notre CRO, on s'est adapté, on a des services de conciergerie, on fait des consultations virtuelles, on peut livrer à domicile les patients. Donc, l'étude est parti et peut se dérouler. Maintenant, il est clair que si on n'avait plus du tout de Covid, si le problème était réglé au niveau mondial, on pourrait aller plus vite. Donc il y a une incertitude, on est un peu dans une terra incognita si vous voulez, mais on se sent assez à l'aise avec cette estimation de premier trimestre 2023 pour avoir les résultats. Pour avoir des résultats. Il y a aussi GenFit dans le diagnostic NASH avec Nisfor. On a eu une interview récemment, en fin d'année dernière, vous m'expliquez que c'était compliqué de donner les perspectives de développement de ce test, puisque vous étiez soumis forcément à la structuration du marché de la NASH, qui se jouait maintenant avec des acteurs différents. Je vais du coup tourner ma question de façon un petit peu différente. Quelles nouvelles vous allez pouvoir nous donner sur le développement de ce test dans les mois, années à venir ? D'accord. Il y a deux éléments importants. Le premier, vous l'avez dit, c'est nous on voit Niscat comme une clé. C'est une clé qui permettra d'ouvrir un peu ce marché de la NASH, puisqu'on en a beaucoup déjà parlé ensemble et dans le marché. D'identifier, la grosse difficulté, c'est identifier les patients. Et puis on veut éviter autant que faire se peut la biopsie, qui est un geste invasif. Bon. Donc on pense que notre produit pourrait être complètement clé pour vraiment réaliser ce potentiel dans la NASH. Maintenant, il est clair que il faudra des acteurs dans la NASH pour vraiment driver ce marché. Alors, quels seront ces acteurs ? Aujourd'hui, c'est difficile à dire. Intercept, apparemment, continue d'essayer de développer Localiva dans la NASH. D'autres sociétés arrivent. Aussi, on a parlé de Novo, on a parlé d'Inventiva, il y en a d'autres. Et on pense que quel que soit le premier produit à lancer, il pourrait être très intéressé par un produit comme Niscat. Maintenant, il y a une incertitude clairement sur ce timing. D'ici là, on va quand même faire un certain nombre de choses. D'abord, n'oublions pas que Niscat est de plus en plus utilisé en R&D, c'est-à-dire par les acteurs qui développent justement des produits dans la NASH, hein, dans des phases 3, dans des phases 2 pour plusieurs big pharma comme biotech d'ailleurs. Donc il y a déjà un premier niveau de vente au niveau R&D. Deuxièmement, il va y avoir un lancement commercial beaucoup plus massif fait par LabCorp, notre partenaire,
parce qu'ils considèrent que même s'il n'y a pas encore même en l'état, il peut déjà y avoir un intérêt. Oui, parce que l'idée, si vous voulez, c'est toujours pareil, c'est de se dire, aujourd'hui, certes, il n'y a pas de médicaments. Traitement Maintenant, savoir qu'on a une NASH à risque, c'est quand même quelque chose, c'est une information importante les pour un patient. Et oui, si on sait qu'on a une NASH, qu'elle se développe et qu'on est un patient à risque, eh ben, on a peut-être plus de motivation pour faire un régime, pour aller éventuellement essayer de changer un peu ses habitudes, le sport, oui, voilà, oui. etc., faire un peu plus d'exercice. Donc, il y a quand même un intérêt. Donc, je dirais d'une part, utilisation R&D, promotion par l'ABCorp, sans doute un décollage plutôt à partir du moment où des acteurs commenceront à se lancer. Et par ailleurs, en termes de R&D, on a un certain nombre de discussions aujourd'hui pour continuer à développer NIS4, l'améliorer toujours. Et puis, on a aussi cette possibilité de travailler avec différents acteurs de la NASH pour aller essayer d'identifier un patient bien spécifique. Donc, vous pouvez être, par exemple, je ne sais pas, moi, Intercept, et vous dites, moi, mon patient cible, ce n'est pas tous les patients NASH, c'est ce patient bien spécifique. Peut-être, ils avaient parlé à un moment de ce qu'ils appelaient le tipping point patient, donc ce patient avec déjà une fibrose assez avancée. Ouais. Nous, on a la capacité, par notre technologie, d'aller chercher exactement, de cibler ces patients. Donc ça, c'est un des axes de R&D, d'aller développer en fait une famille de diagnostics pour identifier des patients bien précis. Bon. Quand est-ce qu'à un moment, vous pourrez faire des projections de vente sur NIS4 Oui, je pense que, si vous voulez, début 2021, on va commencer à avoir début un 2021, certain nombre... c'est maintenant. Oui, c'est maintenant, mais on va commencer petit à petit à engranger un certain nombre d'informations. D'abord, il va y avoir le début du lancement par l'ABCorp. Il va y avoir ces discussions qui vont se poursuivre avec différents acteurs de la NASH. Et je pense qu'on sera probablement en capacité... d'ici, j'ai envie de dire, le milieu d'année, d'affiner un petit peu nos prévisions commerciales. Et puis, on saura aussi ce que font nos différents confrères dans le domaine de la NASH. Aujourd'hui, par exemple, Novo ou Inventiva ou les différents groupes sociétés qui sont en capacité de commencer des études de phase 3, on verra un peu quel est le timing qui projette. Aujourd'hui, on n'a pas cette information et elle ne dépend pas de nous. Il peut y avoir des nouvelles dans les mois qui viennent. On regarde le cours de GenFit aujourd'hui, on va parler un petit peu bourse. On se dit, sans se mentir, ça va être compliqué de retrouver ce niveau des 70 € qui a été le sommet historique de GenFit. Dans le cas d'un succès, d'un franc succès de l'étude de phase 3 dans la PBC, quel niveau de valorisation, je sais que ce n'est pas une question facile, vous semblerait raisonnable pour le GenFit actuel? Si vous voulez, c'est toujours pareil. Moi, je ne commande pas tellement qu'est-ce que pourrait ou devrait être le cours de bourse de GenFit. Je suis plutôt sur une logique, si vous voulez, de dire quel est le potentiel du marché. Et comme on disait tout à l'heure, le marché potentiel... 500 millions. Voilà, c'est 1 milliard pour le marché. Pour le marché total. On pense qu'on pourrait avoir à peu près 500 millions de ventes. Bon, avec 500 millions de ventes, la valeur de la société n'est pas ce qu'elle est aujourd'hui. Voilà. On laissera les gens faire les maths. Voilà, après, l'autre approche que certains peuvent faire, c'est de regarder un peu des sociétés qui sont comparables. Bon, aujourd'hui, il y en a une qui est comparable, c'est CymaBay, puisqu'ils ont un produit qui est positionné comme le nôtre dans la PBC, avec des résultats de phase 2, somme toute, assez comparables, et un timing, là encore, comparable, puisqu'on est a priori un petit peu en avance. Bon, mais il devrait commencer bientôt. Bon, aujourd'hui, voilà, CymaBay, leur cours de bourse est beaucoup plus élevé. Donc, moi, je pense que, si vous voulez, il y a eu un effet un petit peu frustration suite aux résultats d'un âge qu'on peut comprendre et qu'on partage. Oui, je veux dire, c'est l'objet de ma dernière question. C'est clair que c'était frustrant pour tout le monde. Maintenant, je pense qu'il faut faire attention à ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain. La PBC est loin d'être une opportunité négligeable. Oui. Et donc, voilà, il faut se donner la capacité de développer ce potentiel, qui est un beau potentiel malgré tout. Alors justement, et ça sera ma dernière question, on l'a dit, premier trimestre 2023 pour des premiers résultats, il faudra encore
de la patience pour des actionnaires historiques qui sont déjà depuis longtemps dans l'aventure Genfit. Il y a beaucoup de défiance, et le mot est faible maintenant, de la part des investisseurs particuliers sur la société. Vous l'avez dit, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Est-ce que vous avez un plan? J'ai vu, il y a un plan stratégique pour Genfit. Est-ce qu'il y a un plan pour, on va dire, ramener, peut-être pas la confiance, parce qu'on sait que ça va être difficile sur le long terme, mais en tout cas des relations plus apaisées avec les investisseurs individuels de Genfit pour les mois, années à venir, parce qu'il va falloir encore justement patienter. Ouais. Comme je le disais, encore une fois, on comprend la frustration, on la partage. D'ailleurs, l'immense majorité des salariés de Genfit sont également des actionnaires. Pour beaucoup d'entre eux, ils ont porté ce projet, pour certains, pendant plus de 15 ans. Ils y croyaient, ils ont passé toutes les différentes étapes. Et ils ont échoué vraiment extrêmement près du but, donc c'était émotionnellement quelque chose de difficile. Donc on comprend cette frustration. Maintenant, il faut, je pense, regarder de manière un petit peu rationnelle, les éléments qu'on a aujourd'hui. Bon, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui dans la PBC? On a une phase 2. Dont les résultats sont publiés, ils sont connus, où on voit que sur ce qui était le critère principal de l'approbation de Ocaliva, le produit d'Intercept, on a pratiquement 3 fois les résultats. Alors après, je sais bien, et on est bien placé pour le savoir, phase 2 n'est pas la phase 3. La phase 3 n'est pas la phase 2, et effectivement, si on pouvait comme ça répliquer exactement la phase 2, il n'y aurait pas besoin de faire de phase 3. Donc on sait qu'il y a une variation. Ceci dit, là, les marges de sécurité sont plus grandes. Il semblerait qu'on a des marges de sécurité qui soient plus grandes. On a aussi, et c'est quand même quelque part j'ai envie de dire le silver lining du côté négatif des résultats de la NASH, c'est qu'on a quand même un nombre de patients sans commune mesure avec ce qu'on a dans la PBC, avec une exposition pendant des années pour certains, et on a un profil de sécurité qui est extrêmement clean. Donc, c'est en général l'autre mauvaise surprise qui peut arriver dans une phase 3, si vous voulez. C'est un problème de safety. Donc, a priori, on ne peut jamais dire jamais, mais je veux dire, on a quand même suffisamment d'éléments qui nous font penser que ce risque est faible. Donc, risque faible sur la safety, sur l'efficacité, une belle promesse. Voilà. Donc ça, aujourd'hui, ça vaut quelque chose, si vous voulez. Et il n'y a pas grand monde qui ait montré la même chose. En fait, il n'y a quasiment personne, à part Simabé dans leur phase 2, et Intercept qui est déjà sur le marché, mais avec des résultats plus faibles. Donc, nous, notre logique, c'est de dire... On a quelque chose qui a un beau potentiel. Il faut qu'on aille au bout de ce développement. Et la première partie, c'est restructurer la dette, parce que sans cette restructuration de la dette, on n'y arrive pas. Et la deuxième chose, c'était la restructuration de la compagnie. Et ça, on l'a fait l'an dernier. On a quand même fait une réorganisation qui était une réorganisation assez forte pour se mettre en capacité de réduire notre cash burn de manière importante. Voilà, exactement. Donc ça, c'est fait également. Après, vous avez parlé du court terme. Il faut qu'on se recrée un pipeline. On a un certain nombre de projets. C'est trop tôt pour moi pour en parler. Je serais ravi de revenir pour vous parler de ces développements. Donc il y a quand même un certain nombre de projets auxquels on croit. Et donc il faut aller voter à l'Assemblée générale. Et il faut donc aller voter. C'est le mot de la fin. On a besoin que les gens se positionnent en disant oui, non, mais qu'ils fassent acte. Il ne faut pas laisser dormir ces actions de Genfit en se disant j'en ai marre. Voilà. Non. Non. Bon, ben voilà. Le message est passé. 13 janvier, l'Assemblée générale extraordinaire. Merci Pascal beaucoup. Prigent, directeur général de Genfit, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci à vous et bonne année. Ce journal des biotech est désormais terminé. On se retrouve dans 2 semaines pour un nouveau numéro. À bientôt.